Par une nuit d'hiver enneigée, tu es dans ta maison douillette et tu regardes un film historique qui se déroule au Moyen-Âge. En buvant une nouvelle gorgée de ton chocolat chaud, tu ne peux t'empêcher de te demander comment les gens survivaient à l'hiver à cette époque. À ce moment précis, l'écran de ton téléviseur se transforme soudain en portail et t'entraîne à l'intérieur. Ah! Tu ouvres les yeux et tu te retrouves justement dans le monde du film que tu étais en train de regarder. Un homme s'approche de toi et te dit « Bienvenue dans mon village médiéval. Je m'appelle Bartholomé et je t'ai fait venir ici pour pouvoir répondre à ta question. » Tout d'abord, laisse-moi te dire qu'en effet, les conditions sont extrêmement rudes lorsque le froid arrive, et pas seulement pour les pays du Nord. L'Europe continentale n'est pas épargnée par les intempéries. L'hiver constitue donc en quelque sorte une période de ralentissement pour chacun d'entre nous. En effet, nous associons généralement l'hiver à la vieillesse et à la pauvreté en raison de tous les changements qui se produisent dans la nature pendant cette période. Par exemple, nous ne pouvons plus vraiment cultiver lorsque la neige recouvre toutes nos terres. Au début du XIVe siècle, les choses ont commencé à empirer, car nous avons commencé à avoir les premiers signes de ce que vous connaissez peut-être sous le nom de petit âge glaciaire. Les températures froides ont atteint des sommets, des anomalies météorologiques et des événements extrêmes tels que des inondations soudaines ou des tempêtes de grêle ont commencé à se produire, ce qui a aggravé notre souffrance. Par exemple, prenons l'hiver 1359. Dans tout le centre de l'Italie, la neige a atteint des hauteurs extraordinaires. Les gens devaient jeter la neige dans les rues pour dégager leurs toits, ce qui a entraîné le blocage complet de certaines villes. Les habitants sont restés coincés chez eux pendant plusieurs jours. L'hiver 1389 est un autre exemple. Les chutes de neige ont été si importantes en Lozère que beaucoup de fermes de maisons ont été détruites. Bartholomé remarque que tu commences à trembler. Ah, tu n'étais pas préparé pour ce voyage vers les hivers médiévaux, je vois. Marchons jusqu'à ma maison et trouvons des vêtements plus chauds. Comme tu peux le constater, je porte déjà une cape, une écharpe et des moufles en laine. J'ai aussi des bottes en cuir de cerf. Mais tout cela ne suffit pas pour rester au chaud quand on est dehors. C'est pourquoi nous portons généralement d'autres vêtements en dessous pour garder la chaleur emprisonnée. Il faut savoir que la laine peut parfois être lourde et provoquer des démangeaisons. C'est pourquoi, sous nos vêtements de laine, nous mettons aussi des sous-vêtements en lin. Le lin agit comme une barrière entre la laine et la peau, ce qui rend les choses un peu plus confortables pour nous. Il est également plus facile de laver les vêtements en lin et ils sèchent beaucoup plus vite que les vêtements en laine. Les plus riches peuvent garnir leurs vêtements d'hiver de fourrure. Et nous, paysans, utilisons parfois le lapin et l'agneau dans le même but. Nous pouvons également chasser certains animaux sauvages et oiseaux avec la permission du Seigneur. Encore une fois, les lois somptuaires, c'est-à-dire les lois sur la consommation, sont très claires sur qui peut porter quoi en fonction de son rang social. Prenons par exemple la loi somptuaire anglaise de 1363. Elle stipule que les épouses et les filles des artisans et des paysans propriétaires de terre ne pouvaient porter que des fourrures d'agneau, de lapin, de chat et de renard. Tu remarques dans la poche de Bartholomé une sphère métallique à charnière d'aspect bizarre, et tu lui demandes ce que c'est. « C'est un chauffe-main », répond-il en te le donnant. « Si nous devons rester longtemps à l'extérieur, nous en emportons un. Sinon, les doigts peuvent s'engourdir, tu sais. Maintenant, regarde-le de plus près, et tu verras qu'il y a de petits trous sur sa surface. Cela permet à la chaleur de s'échapper et de réchauffer nos mains sans les brûler une fois qu'on a rempli le charbon chaud. C'est un peu lourd, dis-tu en pensant à la chance que tu as de vivre à l'époque moderne. D'un simple clic, depuis le confort de ton foyer, tu peux commander des chauffe-mains instantanés Hot Hands sur Amazon. Et pas besoin de charbon. Tu peux même les mettre dans tes chaussettes pour te réchauffer les orteils, puisqu'elles sont de la taille d'une poche, contrairement à cette orbe de métal.
Bartholomé et toi arrivez chez lui. Tu réalises qu'il n'enlève aucun de ses vêtements de dessus. Nous gardons tout pendant les mois les plus froids parce que le chauffage intérieur n'est pas franchement terrible, explique-t-il. Comme tu peux le voir, la cheminée se trouve ici au centre de nos maisons. Et juste au-dessus, il y a un trou d'aération plutôt qu'une cheminée, ce qui nous fait perdre une grande partie de la chaleur. Pourtant, nous n'avons pas l'habitude de dormir dans nos vêtements d'extérieur. Nous mettons des briques et des pierres dans le feu, nous les enveloppons dans du tissu et nous les plaçons dans nos lits pour réchauffer les draps. Porter nos bonnets de nuit lorsque l'on dort est également utile, et lorsque nous ne dormons pas, nous essayons de rester le plus près possible de la cheminée. Tu apprécies vraiment plus ta bouillotte maintenant, n'est-ce pas? Et tu n'as même pas eu besoin de la recouvrir d'un tissu, comme ces gens doivent le faire. Elle était déjà livrée avec une housse en tricot pour plus de facilité. Et le mieux, c'est qu'elle est beaucoup plus douce qu'une brique et qu'elle peut être chauffée au micro-ondes en quelques secondes. Quelle impolitesse de ma part! J'ai oublié de te proposer quelque chose à manger, dit Bartholomé. Je sais que je t'ai déjà dit que l'hiver est synonyme de repos pour nous, mais nous devons quand même travailler un peu pour ne pas mourir de faim. Il y a beaucoup de préparations à faire à l'avance pour survivre à ces hivers médiévaux. Tout d'abord, nous commençons à ramasser du bois pour le feu dès le printemps et tout au long de l'été. Ensuite, il y a la nourriture que nous récoltons à l'automne. Nous devons la conserver d'une manière spéciale pour qu'elle résiste aux mois d'hiver. Il en va de même pour la viande. Les méthodes utilisées sont le marinage, le séchage et le saumurage. En ce qui concerne les grains, les céréales et les légumineuses, nous les séchons et les conservons dans des pots en céramique ou en argile. Nous les utilisons ensuite pour préparer des ragoûts et des soupes, en plus des légumes. En fait, tout ce que nous trouvons va dans la marmite. Les aliments les plus courants que nous consommons au quotidien sont les oignons, les pois, les haricots, les lentilles et les herbes comme le persil. Nous devons toutefois inclure des protéines dans notre alimentation. Pour ce faire, nous mangeons du fromage, des œufs, du bacon gras ou de la viande de porc salée. Quant aux fruits et baies frais, ils sont difficiles à trouver en hiver. Nous conservons donc ceux que nous avons déjà cueillis en les séchant à l'air libre. Tu te dis que si ces gens avaient un séchoir à aliments chez eux, leur vie serait tellement plus facile. Ils pourraient s'en servir pour tous les aliments que Bartholomé vient de mentionner, des fruits à la viande. Mais il n'y a pas d'électricité ici. Je ne voudrais pas que tu penses que les hivers sont si sinistres, longs et ennuyeux après tout ce que je t'ai raconté. Nous avons plein d'activités pour nous divertir, explique Bartholomé. Mais quoi, par exemple? Ce n'est pas comme s'ils pouvaient regarder leur série télévisée préférée pendant des heures. Nous jouons beaucoup dans la neige, adultes et enfants, tous ensemble. On voit beaucoup de paysans faire du patin à glace sur les lacs gelés. Pour cela, nous utilisons des morceaux de bois polis ou des tibias de cheval. Mais aujourd'hui, nous avons plein de patins en fer. Je dois cependant préciser qu'en Europe occidentale, le patinage sur glace n'est pas aussi courant qu'en Scandinavie. C'est parce qu'ils sont plus habitués à la neige et aux températures froides. La luge est une autre activité amusante que nous pratiquons. Il y a aussi les jeux d'intérieur, comme les échecs, le backgammon et d'autres jeux de dés. Filer la laine et raconter des histoires sont également des moyens courants de passer du bon temps en famille. Il n'est pas surprenant que les nobles aient plus d'opportunités dans le domaine du divertissement. Par exemple, la chasse au sanglier est très répandue parmi l'élite. À ce moment-là, un portail apparaît à la porte. Bartholomé dit « Hé, je crois qu'il est temps pour toi de rentrer à la maison, voyageur. Bonne chance !» Tu aurais pu deviner que l'accessoire le plus important à avoir dans une voiture était sans doute une lime à ongles, au cas où tu aurais un besoin urgent de te faire les ongles. Non, pour traiter tes essuie-glaces. Les essuie-glaces ont un caoutchouc qui nettoie le verre en essuyant l'eau et les particules de saleté ou d'insectes sur le pare-brise. Avec le temps, cette bande de caoutchouc se recouvre d'une couche de saleté et les essuie-glaces perdent en efficacité. Il te suffit donc de retirer les essuie-glaces et de les frotter avec une lime à ongles. Cela permettra d'enlever la couche de saleté et tes essuie-glaces dureront quelques mois de plus.
C'est particulièrement important pendant la saison froide, lorsque tu dois constamment enlever le givre de ta voiture. Cette astuce t'aidera non seulement à mieux voir à travers ton pare-brise et à rendre ta conduite plus sûre, mais elle te permettra aussi d'économiser beaucoup sur de nouveaux essuie-glaces. Tu t'es mal garé et tu as heurté un poteau avec ta voiture? Eh bien, ce petit creux peut être réparé avec un glaçon. Il suffit de presser un morceau de glace sèche sur le point d'impact et voilà, ta carrosserie est comme neuve. Mais cette méthode ne convient qu'aux pièces métalliques. C'est une question de dilatation thermique. Quand le métal devient chaud, il se dilate et quand il refroidit, il se rétracte. Donc quand tu mets de la glace sur le creux, il y a une tension à l'intérieur du métal qui fait qu'il reprend sa forme originelle. Tu peux aussi utiliser une ventouse, comme celle qu'on utilise pour transporter le verre. Il suffit de la coller sur le creux et de tirer. La ventouse que tu utilises pour nettoyer un évier bouché pourrait aussi fonctionner. Essayons maintenant de cacher les rayures autour du point d'impact. Essaye de trouver un vernis à ongles ordinaire de la même couleur que ta voiture. Habituellement, les rayures sur la carrosserie ne sont pas profondes. Elles n'endommagent que la couche supérieure de vernis et ne pénètrent même pas dans la couche de peinture elle-même. Une nouvelle couche de vernis à ongles permettra de combler la rayure et ta voiture aura l'air neuve. Et si tu as endommagé le pare-brise de ta voiture d'une manière ou d'une autre et que tu vois de petites fissures se former à cet endroit, utilise du vernis à ongles transparent. Là encore, le vernis à ongles remplira les micro-fissures et les empêchera de s'agrandir. Maintenant, quelques astuces pour garder ta voiture propre en permanence. Commençons par les phares. Si tu n'arrives pas à nettoyer les traces d'insectes après un long trajet, utilise un rasoir ordinaire. Il te permettra de gratter la saleté indésirable qui s'est collée au phare. Tu peux faire la même chose avec le pare-brise. Il convient simplement de ne pas appuyer trop fort ou tu risques de rayer le verre. Et pour garder tes phares propres, quoi qu'il arrive, munis-toi d'une bougie et de white spirit. Râpe la bougie et verse-la dans un verre. Ajoute le white spirit dans le verre et chauffe le verre avec un sèche-cheveux. Applique maintenant ce mélange à tes phares ou même à ton pare-brise. Cela créera une couche de cire protectrice qui repoussera la saleté et les gouttes d'eau. Tu peux aussi appliquer de la cire sur tes rétroviseurs latéraux afin qu'ils ne soient pas recouverts d'eau quand il pleut. Si tes phares sont toujours sales, presse du dentifrice sur un chiffon sec et polis tes phares avec. Le dentifrice fait un bien meilleur travail que les nettoyants classiques. Pour protéger la carrosserie de ta voiture de la saleté et de la pluie, utilise un après-shampoing. Mélange un volume d'après-shampoing et 2 volumes d'eau. Applique ce mélange sur la voiture avec un chiffon en microfibre. Il est important de le faire sur la voiture lorsqu'elle est aussi propre que possible. Le moment idéal pour le faire est juste après l'avoir lavée. Ensuite, attends 5 minutes et sèche la voiture. Cette protection va maintenant repousser toutes les gouttes de saleté et de pluie. Passons maintenant à l'intérieur. Tu as peut-être remarqué que le pare-brise et la lunette arrière s'embuent souvent. C'est parce que l'eau contenue dans l'air chaud de l'intérieur entre en contact avec les vitres froides de la voiture. L'eau se condense, se transforme en gouttelettes et reste sur les vitres. Prends de la mousse à raser ordinaire et mets-en sur le pare-brise depuis l'intérieur. Un volume de la taille de ton poing est suffisant pour l'ensemble du pare-brise. Attends quelques minutes et essuie le pare-brise avec un chiffon sec. Les produits chimiques contenus dans la mousse à raser repousseront les gouttelettes d'eau de ton pare-brise pour qu'il ne s'embue pas. Tu peux aussi commencer à combattre l'humidité à l'intérieur de la voiture. Pour cela, prends une chaussette ordinaire et remplis-la de litière pour chat. Si ce dernier est d'accord pour t'en prêter, noue la chaussette et mets-la dans la voiture. La litière pour chat absorbera l'humidité de l'air dans la voiture et tes vitres resteront sèches. Cette chaussette peut s'avérer très utile dans une situation particulière délicate. Mettons que tu sois coincé dans la neige. Tes roues patinent sur la neige et ta voiture refuse de bouger. Eh bien, il suffit de saupoudrer un peu de litière pour chat de la chaussette juste devant les roues motrices de la voiture. La traction des roues sera améliorée et tu pourras te sortir de ce piège enneigé. Maintenant, que faire si ta batterie est à plat dans un endroit désert? Il n'y a personne pour t'aider à démarrer ta voiture. Prends un cric et soulève les roues motrices de ton automobile. Assure-toi que tu le fasses en toute sécurité. Ensuite, prends une corde de remorquage. Tu devrais toujours en avoir une dans ta voiture. Enroule la corde autour de la roue, de sorte que lorsque tu la tires, la roue effectue un mouvement vers l'avant. Passe la première vitesse de ton véhicule et tourne la clé de contact. Maintenant, déroule rapidement la corde pour que la roue commence à tourner. Et voilà, la voiture devrait démarrer. C'est comme faire démarrer une voiture en la poussant. Toutefois, cette astuce ne fonctionne qu'avec les voitures équipées d'une boîte de vitesse manuelle. Si tu ne veux pas renverser d'huile lorsque tu la verses dans le moteur, il suffit de mettre un tournevis dans le trou et de verser l'huile dessus. Une option plus avancée consiste à utiliser le bidon d'huile comme arrosoir.
Il se trouve que le filetage du bidon s'adapte parfaitement à celui du trou du moteur. Prends un bidon d'huile vide et découpe-en le fond. Maintenant, visse le bidon dans le trou et verse-y de l'huile sans craindre de le renverser sur le moteur. Si une poignée de porte ou une serrure est gelée en hiver, utilise du désinfectant pour les mains. Il fera fondre la glace presque instantanément. Tu peux aussi tremper ta clé dans de l'alcool pour les mains et la glisser dans la serrure. Tu devrais pouvoir l'ouvrir en quelques secondes. Si tu n'as pas de désinfectant, prends une paille, appuie-la contre la serrure et souffle de l'air chaud à travers celle-ci. Quelques minutes de respiration et la serrure pourra être ouverte. Tu recharges ton téléphone dans ta voiture, mais tu en as assez des câbles qui s'en mêlent sans cesse. Pas besoin de les couper. Prends ton fil de chargeur et enroule-le autour d'un crayon. Maintenant, souffle de l'air chaud dessus avec un sèche-cheveux, mais ne surchauffe pas le fil. Il devrait maintenant ressembler à un ressort souple et sa longueur sera beaucoup plus courte. Si tu aimes la limonade ou le coca, mais que tu n'as pas de décapsuleur dans ta voiture, pas de problème, utilise simplement le bout de ta ceinture de sécurité. Et hop, tu peux déguster ta boisson préférée. Si tu vis dans un pays chaud, tu as souvent constaté que le volant de ta voiture peut devenir si chaud que tu te brûles presque les mains en le touchant. La solution la plus simple est de tourner le volant lorsque tu te gares de façon à ce que sa partie basse soit en haut. Une fois de retour dans ta voiture, tu pourras tenir le volant par le côté supérieur, maintenant beaucoup moins chaud. De plus, si ta voiture surchauffe sur un parking, baisse simplement la fenêtre du conducteur et sors de la voiture. Puis ouvre et ferme la porte arrière droite plusieurs fois. Cela accélérera le processus d'aération à l'intérieur et tu n'auras pas à conduire dans un four mobile. Lorsque tu sors de ta voiture, tu peux parfois recevoir un choc électrique. Cela est dû à l'électricité statique. Tu frottes tes vêtements sur le siège, puis tu touches la porte métallique lorsque tu essayes de la fermer. À ce moment-là, il y a un choc électrique entre ta main et la porte. Pour éviter cela, ouvre d'abord la porte en touchant la carrosserie de la voiture avec ta main. Tu peux toucher la porte du passager depuis l'extérieur. Ensuite, pose ton pied sur le sol et sors de la voiture. Et voilà, tu as évité un choc électrique. Si tu es un conducteur novice, tu n'as peut-être pas une bonne idée de la taille réelle de ta voiture. Tu risques donc de la rayer en la garant. Même dans ton propre garage, il suffit de suspendre une balle de tennis au plafond pour qu'elle touche le pare-brise ou la lunette arrière exactement au moment où tu dois appuyer sur le frein. Tu te garantiras un stationnement parfait et aucune rayure. Si tu partages la voiture avec quelqu'un, tu dois constamment ajuster le siège du conducteur. Pour simplifier ce processus, tu peux mettre de petites bandes de ruban adhésif de couleur sur le panneau sous le siège et sur la portière du conducteur lorsque le siège est dans une position confortable. Lorsque tu ajustes le siège, il te suffit de mettre ces bandes l'une en face de l'autre. Tu peux utiliser des couleurs de bandes différentes pour chaque conducteur. Ou bien l'autre conducteur peut s'acheter sa propre voiture. Noël, la saison des guirlandes, a aussi une face sombre. La légende veut que la veille de Noël soit l'occasion pour les esprits de se promener sur Terre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ces monstres effrayants, ces entités mystérieuses et bien plus encore. Les Yule Lads, originaires d'Islande, constituent une véritable tradition de Noël. Contrairement aux charmants 7 nains de Blanche-Neige, ces 13 petits pignomes semblables à des trolls prêtent leur excentricité aux fêtes de fin d'année. Les Yule Lads sont entrés dans la littérature par un poème du XVIIe siècle. Ces jeunes espiègles, qui ont chacun un nom et des pouvoirs uniques, apportent une touche d'espièglerie aux 13 jours qui précèdent la grande fête de Noël. Leur maison est nichée dans une caverne de montagne, où ils résident avec leurs charmants parents. Le chef du clan, Lepalwoi, est un parfait fainéant qui préfère traîner dans la grotte. Leur mère, Grilla, est une géante au goût prononcé pour l'aventure. Elle est sans cesse en quête d'enfants espiègles pour les ajouter à son ragoût. Parmi les enfants, Lèche-Cuillère, par exemple, est connu pour son habitude de nettoyer soigneusement les ustensiles avec sa langue. Quant à Claque-Porte, il s'amuse à claquer les portes à la manière d'un adolescent en colère. Quant à Chips Saucisse, tout est dans le nom. N'oublions pas non plus le compagnon félin de la famille, Jólakötturinn, également surnommé Yule. Il s'agit d'un énorme chat noir perpétuellement à l'affût des gens. S'il aperçoit des enfants sans vêtements neufs, il les boulottera sans sourciller. Waouh, c'est dur. Le Nis est le genre de créature qui vous file des frissons. Il s'agit d'un petit personnage barbu, coiffé d'un sinistre chapeau rouge en forme de cône. Ces êtres malveillants aiment s'attarder dans les fermes. Leur présence est troublante, car ils prétendent apporter leur aide dans les tâches quotidiennes. Mais attention, leurs exigences sont loin d'être ordinaires. En échange de leur aide surnaturelle, ils exigent une offrande digne d'effroi. Si tu oses refuser leur requête,
ils déchaîneront le malheur, toi. Il existe une saga cauchemardesque intitulée « Quand le Nice n'a pas de beurre dans son porridge de Noël ». Oui, c'est le vrai titre. Cette histoire tourne autour d'une jeune fille qui ose trafiquer le festin du monstre. Elle place le beurre sous la bouillie, provoquant ainsi son courroux. Les conséquences y sont terribles. Grace a ses pouvoirs. Il fait un sort à la vache la plus précieuse de la ferme, si tu vois ce que je veux dire. Dans le folklore scandinave, de nombreuses personnes connaissent également cette créature sous le nom de Tomt. Marie-Louise est là pour nous terrifier. C'est la veille du Nouvel An, et tu es un jeune Gallois. Soudain, tu entends des coups mystérieux à ta porte. Lorsque tu l'ouvres, tu es confronté à un spectacle qui te file la chair de poule. C'est un personnage grand et effrayant, vêtu d'une longue cape flottante, le tout surmonté d'un crâne de cheval. Il est accompagné d'un groupe de gens qui psalmodinent quelque chose d'un air sinistre. Pour rendre la scène encore plus inquiétante, le crâne de cheval a de faux yeux dans ses orbites et sa bouche est légèrement entr'ouverte. Toute cette scène t'effraie tellement que tu en es pétrifié. Tu te serais bien passé d'une telle vision. Enfin, les Karakonkolos sont originaires de Turquie et de Bulgarie. Imagine une version plus sinistre de l'insaisissable Bigfoot. Les Karakonkolos se cachent au coin des rues et poseront des énigmes aux passants. Réponds correctement et tu pourras t'en sortir indemne. Mais si tu échoues, tu risques d'être plongé dans un sommeil glacial, plus froid encore qu'une nuit hivernale. Dans d'autres régions du monde, les Karakonkolos préfèrent de la ruse et imitent les voix familières, poussant des victimes sans méfiance à s'aventurer dans la neige. Ce sinistre croque-mitaine aurait pour origine le grec Kalikantsaros, dont l'influence néfaste s'étend à travers tout le pays. Ainsi, les Kalikantsaris de Grèce sont une race de lutins. Pendant la majeure partie de l'année, ils vivent sous terre, complotant secrètement en vue de l'apocalypse prochaine. Avec l'arrivée des fêtes, ils pénètrent dans le royaume des mortels avec les pires intentions. Ils répandent le malheur. Ces créatures sont souvent décrites comme des créatures sombres et hirsutes, bardées de défenses et de cornes. Les hommes de cette espèce grotesque sont aussi curieusement bien pourvus. Voici Frau Berchta, un personnage originaire d'Allemagne et d'Autriche. Elle peut porter différents noms, comme la Befana italienne ou la Baba Yaga russe, mais son modus operandi reste le même. Pendant les 12 jours des fêtes de Noël, elle passe d'une douce et belle déesse des Alpes à une sorcière ridée et malicieuse, selon la façon dont on l'approche. Disons qu'elle est un peu soupe au lait. Si tu lui fais plaisir, tu pourrais la voir sous sa forme juvénile. Mais si tu te la mets à dos, elle est connue pour pratiquer son propre style de chirurgie. Frau Berchta est un vestige du paganisme alpin du début du Moyen-Âge. Elle est fortement associée au Berchtantag, également connu sous le nom de fête de l'Épiphanie, qui a lieu la 12e nuit suivant Noël, le 6 janvier. Quant à son nom, Berchta signifie « celle qui brille », ce qui est tout à fait approprié. Son look est complété par un couteau dissimulé sous sa jupe. Attention en s'asseyant. Le suivant est le Krampus. Son nom vient du terme allemand Krampen, qui signifie « griffe ». Il s'agit d'une créature originaire des régions alpines orientales de l'Europe. Selon la légende, le Krampus se charge de rappeler de manière ludique aux vilains enfants l'importance d'une bonne conduite, le soir du 5 décembre. Ces méthodes sont créatives et dépassent largement le cadre d'une simple discussion avec les petits humains. Ensuite, Saint Nicolas récompense les enfants sages le lendemain, lors de la célèbre fête qui lui est associée. Les racines de ces traditions remonteraient aussi loin que le VIe siècle. Aujourd'hui, de nombreuses villes de tradition germanique organisent avec enthousiasme des Krampuslauf ou courses de Krampus. Les gens se déguisent en lui lors de tels festivals. Et pour ceux qui ont un penchant pour les vœux de Noël uniques, il y a l'option des cartes de vœux. Dans une légende alsacienne, il est question de Hans Trapp. Non, pas la famille von Trapp de la Mélodie du Bonheur. Hans est une figure locale connue pour son extrême cupidité et son absence totale de principes. Il aurait eu recours à la sorcellerie et à des pactes avec le démon pour s'enrichir, avant de sombrer en disgrâce. Il y perdit à la fois sa richesse et sa place dans la société. Pour éviter d'être découvert, il prit l'apparence d'un épouvantail et se mit à errer dans la campagne. À un moment donné, il devint obnubilé par le goût de la chair humaine. Oh là là, le bon Dieu se serait rendu compte que la situation dérapait et aurait alors frappé Hans Trapp d'un éclair. Il mourut,
mais certains récits font état de son retour surnaturel à Noël. Le Belsnickel est un personnage du folklore germanique. Il est traditionnellement connu pour le rôle unique qu'il joue en guidant les enfants vers de meilleurs comportements, offrant un contraste singulier avec la figure joviale de Saint-Nicolas. Le terme Belsnickel est issu de la fusion de Bels, un terme allemand plus ancien désignant la fourrure, et de Nickel, en clin d'œil à Saint-Nicolas. Le Belsnickel est connu pour ses visites aux enfants, au cours desquelles il engage avec eux des conversations plutôt ludiques. En fonction de leurs réponses, il peut décider de les récompenser en leur offrant un cadeau ou en appliquant une forme de châtiment, souvent à l'aide d'une trique en bois. Les origines du Belsnickel remontent au Moyen-Âge. La touche finale est apportée par Grilla. C'est une géante capable de sentir les enfants qui se comportent mal tout au long de l'année. Elle tient un registre de ses enfants et les voit comme de simples collations pendant la période de Noël. Attends, on n'a pas déjà parlé d'elle. Si tu te poses cette question, c'est que tu es un spectateur pour le moins sympathique. Nous avons en effet parlé d'elle. C'est la mère des Yule Lads. Tu te souviens de cette famille nombreuse avec un chat noir? Le père Fouettard, enfin, était boucher. Il était particulièrement connu pour détrousser les gens et enlever les petits-enfants, souvent avec une issue tragique à la clé. Saint-Nicolas ayant découvert ces macabres méfaits, ramena miraculeusement les enfants à la vie. En guise de punition, le père Fouettard fut condamné à une vie de servitude, accompagnant Saint-Nicolas pour s'occuper des enfants désobéissants. Merci bien, mais je crois que je vais m'en tenir au Père Noël. Oh, et ses reines tant qu'à faire. C'est Noël, et j'ai des énigmes amusantes à vous proposer pour les fêtes de fin d'année. Commençons par quelques illusions d'optique pour entraîner vos yeux. Tout d'abord, regardez cet arbre cubique. Dans quel sens les cubes sont-ils orientés ? Dans les deux sens, en fait, selon la façon dont vous regardez. Prenez votre temps et essayez de les voir dans les deux sens. Dans cette illusion d'optique, vous pouvez voir 7 sucres d'orge. D'après vous, sont-ils parallèles ? Les lignes diagonales rendent les choses encore plus difficiles. Les sucres d'orge n'ont pas l'air d'être parallèles, et pourtant, ils le sont. Si vous ne me croyez pas, prenez une règle et vérifiez par vous-même. Une autre question difficile pour vous. Lequel des flocons de neige rouge est plus grand, celui du haut ou celui du bas ? Encore une question piège. Ils ont exactement la même taille. C'est une illusion d'optique qui fait que vous les voyez différemment. Voici un cadeau emballé. Est-ce un cadeau qui se trouve dans un coin ou un cadeau auquel il manque un coin ? Là encore, il peut s'agir des deux. Essayez de le voir. Il y a une troisième option. 2 cadeaux, un grand et un petit, côte à côte. Maintenant, que diriez-vous d'essayer de deviner les films de fête codés en emoji ? Je vais vous donner une combinaison d'emoji. Et tout ce que vous avez à faire est de deviner quel film elle représente. Voici la première combinaison. Un monstre vert avec un chien. C'est à coup sûr le seul et l'unique Grinch. Le film est donc Le Grinch. Bon travail. Voici le film suivant, un autre classique des vacances. Oui, c'est Maman. J'ai raté l'avion, notre préféré. Celui-ci est un peu plus difficile, mais je pense que vous pouvez y arriver. Oui, c'est Casse-Noisette. Ça devient de plus en plus difficile. Arriverez-vous à deviner celui-ci ? Bien sûr, c'est le Pôle Express. L'avez-vous vu ? Et cette combinaison, elle vous dit quelque chose ?
C'est L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Et voici le dernier, vous le reconnaissez. Eh bien, c'est assez simple. Un elfe de Noël ne peut que représenter un autre classique de Noël. Elfe. Maintenant, jouons au Père Noël. Il y a quelques adolescents qui ne croient plus au Père Noël. Ils n'ont donc pas pris la peine de lui écrire des lettres avec leurs souhaits. Pourtant, le Père Noël veut vraiment leur apporter des cadeaux. Il envoie quelques-uns de ses lutins observer les adolescents et décider quel cadeau rendrait chacun d'entre eux heureux. Pouvez-vous le cider à deviner? Voici la première pièce où vit Poppy. Quel cadeau lui conviendrait le mieux? Il semble qu'elle aime les concours de beauté et le maquillage. Alors un kit de maquillage lui conviendrait bien, vous ne croyez pas? Voici la chambre d'Arwen. Quel cadeau lui ferait le plus plaisir? À en juger par tous les posters qui ornent son mur, elle aime faire du skate. Et qu'avons-nous là, dans le coin de sa chambre? Un skateboard cassé. Elle aimerait sans doute avoir un skateboard tout neuf, alors voilà pour elle. Le prochain sur la liste des lutins est James. Voici sa chambre. Y a-t-il quelque chose qui vous aidera à choisir le meilleur cadeau? Il semble jouer pour l'équipe de basketball de l'école. Alors, que diriez-vous d'un ballon de basket? Ça pourrait être sympa. La personne suivante est Léa. Voici sa chambre. Que pensez-vous que le Père Noël devrait lui offrir? Regardez autour de vous. Il y a un livre près de son lit et des centaines d'autres sur les étagères. Je parie que Léa est un rat de bibliothèque, alors lui offrir un paquet de livres serait une bonne idée. Le problème est de savoir ceux qu'elle n'a pas encore lus. Et voici la dernière personne à qui nous allons rendre visite aujourd'hui, Neil. Quel cadeau lui conviendrait le mieux, selon vous? Neil est manifestement un artiste. Alors du matériel d'art lui conviendrait parfaitement, vous ne pensez pas? Bon travail. Que diriez-vous de quelques devinettes? Vous pouvez nous trouver à la fois dans Harry Potter et dans les livres du Seigneur des Anneaux. Sans nous, il n'y aurait pas de cadeaux pendant les vacances. Qui sommes-nous? Les elfes, bien sûr. 24 portes, chaque jour une surprise. Dans le compte à rebours de décembre, la joie est de mise. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier de l'Avent. J'ai 2 couleurs. Je suis à la fois mentholé et sucré. Alors, que suis-je? Je suis un sucre d'orge. Des épices dans des mûres si sucrées. Je suis une friandise à manger. Que suis-je? Une maison en pain d'épices. Je tombe en hiver, mais je ne me blesse jamais. Que suis-je? La neige, bien sûr. Et voici la dernière. Vous pouvez me tenir et même me secouer, mais je suis facile à briser. J'ai beaucoup de neige, mais aucune n'effraie. Que suis-je? Je suis une boule à neige. C'était pendant les vacances d'hiver, et Esme est allée se promener dans la forêt.
Bien entendu, elle finit par se perdre. Heureuse, elle trouva la maison d'une sorcière, entra, caressa un chat et demanda à la sorcière de la ramener chez elle. Mais la sorcière ne voulait pas le faire gratuitement. Je te laisserai partir si tu résous une énigme. Regarde, j'ai 4 grenouilles. Voici les noms de 3 d'entre elles, Carole, Eve et Christina. Quel est le nom de la 4e? Alice, Jane ou Holly? Pouvez-vous aider, Esme? Il semble que tous les noms des grenouilles de la sorcière suivent le thème des vacances d'hiver. Je suppose donc que le nom de la 4e grenouille est Holly. Une nuit par an, le Père Noël quitte son atelier du pôle Nord et parcourt le monde pour distribuer des cadeaux. Dans quelle direction voyage-t-il en premier? Le Père Noël vit au pôle Nord. Par conséquent, où qu'il aille, la seule direction à prendre est le sud. C'est ce matin-là de l'année, et Emma se précipite pour voir ses cadeaux. Mais il y a aussi une lettre du Père Noël, et voici ce qu'elle dit. « Chère Emma, tu as été relativement gentille cette année, mais je ne peux pas passer sous silence certaines choses moins bonnes que tu as faites. Je sais que tu feras mieux l'année prochaine. Cette année, je t'ai laissé un cadeau, mais tu devras le trouver. Si tu ouvres le mauvais, tout disparaîtra. Alors fais attention. Ton cadeau est emballé dans du papier blanc, n'a pas de ruban rouge et n'est pas petit. Joyeuse fête, le Père Noël. » Pouvez-vous aider Emma à trouver son cadeau? C'est celui-là, blanc, ruban doré et grand. Noël est obsédée par les fêtes et chaque année, elle veut faire autant d'activités de Noël que possible. Pouvez-vous trouver tous les objets liés aux fêtes de fin d'année dans sa maison? Commençons par la chambre. Vous devez trouver une maison en pain d'épices, un sucre d'orge, un costume de Grinch, du papier cadeau et des flocons de neige en papier. Les voici tous. Les avez-vous tous trouvés? Maintenant, passons au salon. Il est en désordre, lui aussi, alors gardez vos yeux grands ouverts. Pouvez-vous trouver un bas, un sapin de Noël, des lumières de Noël, un casse-noisette et un poinsettia? Les voilà. Combien en avez-vous trouvé? En rentrant du travail, Madame Miller remarque que les cadeaux qu'elle a préparés pour ses filles sont disposés différemment. Quelqu'un a dû entrer en cachette pour les regarder. Elle est bien décidée à découvrir de qui il s'agit. Elle a donc demandé à ses filles si quelqu'un était venu dans sa chambre ce jour-là. Diana a répondu « Je n'y suis pas allée, j'étais en train de décorer le sapin. » Mia a dit « Et j'étais occupée à décorer la maison. » Jessica a dit « Je n'y suis pas allée non plus. Je construisais un bonhomme de neige à l'extérieur. » L'équilibrement. C'était bien Jessica. Il n'y a pas de bonhomme de neige dehors, et il n'y a même pas d'empreinte de pas dans le jardin. Donc personne n'y est allé depuis un moment. Une situation similaire s'est produite avec l'amie de Madame Miller, Madame Jones. Madame Jones avait 3 fils, et elle s'est aperçue que quelqu'un s'était faufilé pour regarder les cadeaux pendant qu'elle faisait ses courses. Voici ce que ses fils ont dit. Jake a dit « J'étais occupé à emballer les cadeaux que j'ai achetés pour tout le monde. Les voici. » Noah a montré les cookies qu'il avait préparés. « J'étais en train de faire ces cookies et je n'ai jamais quitté la cuisine. » David a dit « J'étais dehors, en train de pelleter l'allée. Lequel d'entre eux s'est faufilé à l'intérieur ?» Les cadeaux sont en effet emballés, les cookies sont faits, et l'allée est vraiment propre. Mais regardez, les cookies sont brûlés. Si Noé les avait vraiment surveillés,
Cela ne serait pas arrivé. Il est probablement sorti en cachette pour regarder les cadeaux. Et c'est pourquoi les biscuits ont un peu brûlé. C'est la veille de Noël en 1945. George Soder et sa femme Jenny sont dans leur chaleureuse maison à Fayetteville, en Virginie-Occidentale, et célèbrent la fête avec 9 de leurs 10 enfants. Leur fille aînée rend la soirée encore plus spéciale, en apportant des cadeaux pour ses jeunes sœurs. Bonne nuit les enfants. Le couple se couche vers 22h, mais décide de laisser les enfants veiller tard pour profiter de leurs nouveaux jouets. Ils sont loin de se douter qu'à ce moment précis, c'est la dernière fois que toute leur famille est réunie. À 00h30, le téléphone sonne. Jenny se réveille et descend en catimini pour répondre. Au bout du fil, une voix féminine inconnue et des rires inquiétants se font entendre. Jenny dit à la personne qu'elle s'est trompée de numéro et raccroche aussitôt. En retournant au lit, elle ferme les rideaux, verrouille la porte et éteint les lumières. Elle jette un coup d'œil à sa fille aînée qui dort paisiblement sur le canapé du salon. Jenny se dit alors que les autres enfants doivent être au lit, à l'étage. Elle aurait sans doute dû vérifier. Il est 1h30 du matin et Jenny se réveille une fois de plus. Cette fois, une épaisse fumée s'insinue dans sa chambre. Jenny et son mari se précipitent hors de la chambre et découvrent des flammes partout. Bien que complètement choqués par cette scène tragique, le couple et 4 de leurs enfants parviennent à s'échapper. Mais les 5 autres enfants sont toujours à l'intérieur de la maison. Enfin, ils y sont sûrement, pas vrai? Il se trouve que les enquêteurs ont procédé à une brève fouille des lieux le jour de Noël, mais ils n'ont trouvé aucune trace des enfants. Ce qui est étrange. La maison familiale a été réduite en cendres en 45 minutes, alors qu'un corps prend habituellement 2 à 3 heures pour disparaître complètement dans les flammes. Aurait-on enlevé les enfants? C'est une hypothèse. La nuit de l'incendie, un témoin a en effet rapporté avoir vu une berline noire remplie de personnes s'éloigner à toute vitesse de la maison familiale. Et le plus effrayant, c'est que certaines personnes ont déclaré avoir vu les enfants dans une voiture, dans un restaurant et même dans un hôtel les jours suivants. Mais aucune de ces informations n'a été confirmée. Et même un panneau d'affichage avec la photo des enfants disparus n'a pu leur donner des indices sur leur véritable localisation. Un cas de disparition aussi mystérieux que celui-ci s'est produit en 1996 dans le comté de Wilson, au Texas. Patty Vaughan était décrite comme la personne la plus gentille du monde et une maman extraordinaire pour ses 3 enfants. Le matin de Noël, elle a appelé sa sœur, en larmes, pour lui dire qu'elle s'était beaucoup disputée avec son mari. Mais ce n'était pas surprenant, car ils étaient en train de vivre un divorce difficile après 13 ans de mariage. Plus tard dans la journée, Patty a retrouvé son mari chez eux pour qu'ils puissent célébrer la fête pendant quelques heures avec leurs enfants. Mais Patty avait un autre plan pour la soirée. Elle voulait déposer les enfants chez son cousin et profiter des dernières heures de la fête avec son nouveau petit ami. Malheureusement, elle n'a jamais pu le rencontrer ce soir-là. Le lendemain du traditionnel échange de cadeaux, le patron de Patty a trouvé sa Dodge Caravan bleue sur le bord d'une route menant à sa maison et à son lieu de travail. Cependant, elle n'était pas à l'intérieur et on ne l'a plus jamais revue. Avez-vous déjà entendu parler du Roswell britannique? Oui, ça s'est passé pendant les vacances, plus précisément le lendemain de Noël en 1980. Ce jour-là, 2 officiers ont rapporté avoir vu une lumière étrange dans la forêt de Rendlesham, située dans le Suffolk, en Angleterre. Selon les témoins, cet étrange objet volant était rapide. Je parle de parcourir 96 km en seulement 2 secondes. Un avion de ligne, par exemple, ferait environ 0,45 km dans ce même laps de temps. Les officiers ont donc pensé que ce qui se trouvait là était clairement sous le contrôle des services de renseignement. Cette histoire est bien connue. Mais il y a un autre mystère, lié aux ovnis en Angleterre, qui est encore plus étrange. Et ça s'est également produit pendant la période de Noël. Imaginez que vous soyez réveillé à 1h25 le jour de Noël par un grand bruit venant du toit. Ça ne peut pas être le Père Noël, bien sûr, mais vous commencez à vous interroger. Ce qui a commencé comme le bruit de branches frappant le toit devient de plus en plus fort jusqu'à ressembler à des grêlons géants, ce qui vous rend fou. Vous passez la tête par la fenêtre et ne voyez rien, absolument rien. Le son se transforme alors en un bourdonnement, puis en un faible murmure.
Ce qui ressemble à une intrigue de film d'horreur est arrivé à Mildred Head en 1964 à Warminster, une petite ville du Wiltshire, en Angleterre. Mais elle n'était pas la seule. Plus tard dans la matinée, une autre femme marchait dans la rue lorsqu'elle a été soudainement projetée au sol par la force de ondes sonores sauvages. À peu près à la même heure, un couple a été surpris par un bruit similaire. Ils ont décrit ce son effrayant comme si 5000 tuiles de leur toit avaient été arrachées puis remises en place. Au total, plus de 30 personnes ont déclaré avoir entendu des bruits mystérieux ce matin-là de Noël. Ce n'était que le début de ce que nous appelons aujourd'hui la chose de Warminster. Une énigme qui dure depuis des décennies, avec des observations d'ovnis, des bruits effrayants et des voitures qui tombent mystérieusement en panne après ces événements étranges. Plus de 50 ans se sont écoulés, mais aucune théorie ne peut expliquer pleinement ce qui s'est passé dans la capitale des ovnis du Royaume-Uni. Le Père Noël qui descend par la cheminée, 8 petits rennes, des bas remplis de cadeaux. Cette recette de fête parfaite est décrite dans le poème « 'Twas the Night Before Christmas ». Mais ce poème emblématique cache un mystère. En effet, les vers ont été publiés pour la première fois dans un journal appelé le Troy Sentinel. Le 23 décembre 1823, m'en voilà. Le poème n'avait pas d'auteur. Ce mystère a persisté pendant 21 longues années. Jusqu'à ce qu'un professeur de langue de la ville de New York, Clement Clark Moore, en revendique la paternité. Mystère résolu? Pas exactement. Une lettre datant de 1879 soulève une possibilité intrigante. L'auteur du poème n'est peut-être pas celui que l'on croit. Dans cette lettre, la fille d'un poète et agriculteur new-yorkais nommé Henry Livingston Jr. affirme que « 'Twas the night before Christmas » est en fait l'œuvre de son père. Elle était trop jeune pour avoir entendu le poème lorsqu'il a été récité pour la première fois. Mais la famille dit que son père a lu le poème à ses enfants 16 ans avant sa première apparition dans le journal. Cependant, ne vous réjouissez pas trop vite, car toute cette histoire restera probablement un mystère de Noël. La vérité est que l'auteur présumé est décédé à peine 5 ans après la publication du poème, et n'a jamais prétendu en être le véritable auteur. Les fêtes de fin d'année sont généralement une période paisible, mais 1997 a fait exception à cette règle. Nous sommes le 22 décembre, et Beth Ann Ricketts décide de faire quelques achats de Noël dans la matinée. Elle prend son sac à main noir et quitte sa maison à Des Moines, dans l'Iowa. Elle achète des cadeaux pour ses enfants et décide même de se faire plaisir en choisissant une robe spéciale pour le réveillon. Malheureusement, elle n'a jamais eu l'occasion d'emballer ses cadeaux. Beth Ann n'est jamais rentrée à la maison et une série d'événements étranges s'est déroulée après sa disparition. Plus tard dans la journée, à 14 heures, un incendie s'est déclaré dans sa maison. Dans sa chambre, plus précisément. Les pompiers n'ont pas pu en déterminer la cause. La veille de Noël, les chaînes de télévision à Des Moines parlèrent de la disparition de Beth Ann. Peu après la diffusion de son histoire, son petit ami a appelé la police et l'a informé qu'elle n'avait finalement pas disparu. Selon lui, Beth Ann l'a appelé pour lui dire qu'elle allait bien et qu'elle ne souhaitait pas qu'on la retrouve. Malheureusement, elle n'a pas parlé à ses amis ni à sa famille depuis ces fêtes. Pas même à ses 2 filles, ni à son fils. Et c'est pour le moins étrange. Jusqu'à aujourd'hui, sa famille cherche toujours les réponses à ce mystère. Tu as certainement vu tous ces lieux à l'écran pendant au moins une période de Noël, mais les reconnaîtrais-tu dans la vraie vie? Commençons par des lieux faciles à reconnaître pour nous échauffer. Le sapin de Noël du Rockefeller Center a assez de lumière pour illuminer un petit pays, et il a été la vedette de plus d'un film. Ainsi, dans celui-ci, un jeune homme astucieux se retrouve une nouvelle fois séparé de sa famille. Je suppose que tu as compris, dès que j'ai dit « séparé », c'est « Maman, j'ai encore raté l'avion ». Ce film est bourré d'authentiques décors new-yorkais. Le Queensboro Bridge, l'Hôtel Plaza, le Radio City Music Hall, l'Empire Diner, la patinoire Wallman et la fontaine Bethesda de Central Park sont tous réels. Par contre, ne recherche pas le magasin de jouets dans la ville. La façade utilisée dans le film est en fait le Rookery Building de Chicago. La maison de l'oncle de Kevin a également une adresse new-yorkaise dans le film, mais en réalité, il s'agit d'un bâtiment des studios Universal à Los Angeles. Très bien, passons à notre deuxième décor. Voici un indice pour toi. Ce bâtiment est un grand magasin haut de gamme de Londres.
j'espère que tu as deviné qu'il s'agit de Selfridge, et c'est ici que se déroule l'une des scènes les plus célèbres du film Love Actually, où Rowan Atkinson emballe très soigneusement l'achat d'Alan Rickman au comptoir à bijoux. On dit que le fondateur de Selfridges a inventé le proverbe « Le client a toujours raison ». J'imagine qu'il n'aurait guère apprécié le travail de Mr Bean. Tant que nous nous trouvons dans cette partie du monde, que dirais-tu d'une brève visite à la cathédrale de Durham? Te semble-t-elle familière? Tous ceux qui ont profité des fêtes de fin d'année pour regarder à nouveau Harry Potter reconnaîtront ce bâtiment. Dans le premier film, il a incarné l'école de Poudlard à plusieurs reprises. C'est là que Harry libère sa chouette Hedwig et que Hagrid s'entretient avec le célèbre trio. Dans le second volet, c'est l'endroit où le professeur McGonagall apprend aux élèves à changer les animaux en verre d'eau. Que penses-tu de cet endroit? Je sais qu'il est impossible de te tromper. C'est encore Harry Potter. Le château d'Alnwick, dans le Northumberland, au nord de l'Angleterre, est l'endroit où Harry et ses petites camarades ont appris à piloter des balais pour la première fois. Tu peux visiter ce lieu, car il organise souvent des événements et présente des expositions fascinantes liées à la saga. Cette maison semble trop belle pour être honnête, et pourtant elle existe. Te souviens-tu de l'avoir vue dans un classique des fêtes de fin d'année? C'est la maison du petit Ralphie de Christmas Story. On peut la visiter à tout moment de l'année à Cleveland, dans l'Ohio, et même y passer la nuit. Il y a également un musée de l'autre côté de la rue, qui présente des costumes et des souvenirs du film, ainsi que des photos rares des coulisses. On avance. Ce lieu te rappelle-t-il quelque chose? Si tu l'as déjà vu une fois, tu ne l'oublieras jamais. La vie est mi-belle, de Frank Capra, est l'un des plus grands classiques des fêtes de fin d'année. L'action se déroule dans une ville fictive du nord de l'État de New York et a été filmée dans un studio de cinéma sous le soleil de Los Angeles. Mais une petite ville du nom de Seneca Falls prétend être le prototype de Bedford Falls. Elle possède un emplacement similaire, des maisons, un centre-ville et, bien sûr, le pont emblématique où tout commence. Le réalisateur ayant de la famille dans la région, on dit qu'il s'est arrêté ici pour se faire couper les cheveux pendant qu'il travaillait sur le film. Si tu as envie d'un peu de magie pour les fêtes, tu peux toujours visiter le musée It's a Wonderful Life dans l'ancien cinéma. Rendons les choses un peu plus difficiles, d'accord? Reconnais-tu cette belle maison? Il ne s'agit pas d'un chalet d'hiver, mais d'un luxueux manoir situé dans le sud de la Californie et devenu célèbre grâce à The Holiday. La villa où vit le personnage de Cameron Diaz a été conçue par un célèbre architecte, Wallace Neff, comme sa propre maison à la fin des années 1920. Elle a été construite dans un style méditerranéen et possède de nombreux détails somptueux, mais on ne les voit pas dans le film parce que les intérieurs se trouvaient sur un plateau de tournage séparé. Il y a quelques années, la maison a été mise en vente pour environ 12 millions de dollars. Ce village semble tout droit sorti d'un conte de fées. Mais il est bien réel, et tu t'en souviendras facilement si tu as vu ce classique des fêtes. Et oui, c'est le village où vit le deuxième personnage principal de cette belle histoire d'amour. Tu ne trouveras pas la maison d'Iris ici, car même l'extérieur a été construit pour le film. Mais le village lui-même, du nom de Cher, est probablement l'endroit le plus photographié du Surrey, en Angleterre. Il compte quelques petites boutiques, un salon de thé, un musée, une galerie d'art, 2 pubs, une vieille église et un joli petit pont qui enjambe le ruisseau traversant le centre du village. On a dû recouvrir le tout de neige artificielle pour donner l'impression d'un mois de décembre idyllique. Très bien, tu connais ce bâtiment. Mais quelle scène célèbre d'un film de Noël a été filmée dans son ascenseur? Oui, je crois que j'ai tout dévoilé quand j'ai dit ascenseur. C'est Elf, bien entendu. L'histoire toujours géniale d'un humain qui a été élevé parmi les lutins du pôle Nord, mais qui a fini par se retrouver jusqu'à New York. Je dois cependant te décevoir. Il n'y a pas beaucoup de boutons à l'intérieur de la cabine et il ne ressemble pas à un arbre de Noël. Ce paysage ne ressemble en rien à celui de décembre, mais le film en question met en scène des repas de famille gênants et des pulls vraiment moches. Alors crois-moi, il a sa place ici. Tu es prêt pour la grande révélation? C'est le journal de Bridget Jones. Stock Park est l'endroit où le méchant, Daniel Cleaver, a emmené Bridget pour un week-end. Ce domaine a plus de 900 ans d'histoire, et il a également servi de décor dans 2 films de James Bond. Waouh! J'aimerais pouvoir me téléporter à cet endroit tout de suite, mais qui y croiserais-je? Eh bien, il s'agit de la Suisse bohémienne, en Tchéquie. On y croise Lucie, Edmond, Suzanne et Peter,
chacun des célèbres personnages des Chroniques de Narnia. Ils ont filmé les scènes d'été en Nouvelle-Zélande, et cet endroit a joué le rôle du pays des merveilles hivernales. Faire les magasins pour acheter des cadeaux peut être une expérience fatigante, surtout lorsque tu le fais dans l'immense Mall of America. Peux-tu te souvenir dans quel film les personnages choisissent cet endroit pour leurs achats de dernière minute avant les fêtes? La course aux jouets nous montre le côté commercial des fêtes de fin d'année. Arnold Schwarzenegger et Sinbad sont deux pères de famille, avec chacun une mission. Obtenir une figurine de Turboman pour leur progéniture. Le plus grand centre commercial de l'hémisphère ouest semble donc être le meilleur endroit pour cette escapade. Et puisque nous parlons de centres commerciaux, y a-t-il quelque chose de plus évocateur du shopping de Noël que le gigantesque magasin Macy's de New York? Les personnages de ce film en savent quelque chose. Je suis sûr que tu n'as eu aucun mal à deviner qu'il s'agissait du bon vieux classique, le miracle de la 34e rue. On peut encore emprunter les escaliers mécaniques en bois d'origine et rencontrer le Père Noël au 8e étage. On dit que Macy's ne voulait rien savoir du remake du film. C'est pourquoi le grand magasin C.F. Kohl's de la nouvelle version n'est autre que la façade du State of Illinois Center de Chicago. Bien, voyons si tu connais bien les films de Noël les plus récents. Ce magnifique jardin apparaît dans une histoire déchirante sur les fêtes de fin d'année. Peux-tu la nommer? Le Phoenix Garden est un jardin communautaire situé à Covent Garden à Londres. C'est là que Kate de Last Christmas réalise l'effrayante vérité sur le garçon dont elle est amoureuse. Waouh, ça c'est un palais de fête. Tu t'en souviens dans un film? Il s'agit de La princesse de Chicago, où la duchesse de Montenaro prend la place d'une américaine ordinaire. Montenaro n'est pas un vrai lieu, mais son palais royal l'est bel et bien. Il s'agit de Hopetoun House près d'Édimbourg, qui abrite la famille Hope depuis la fin du XVIIe siècle. Il devrait rouvrir aux visiteurs au printemps sur cet événement après un ravalement de façade. Au cas où tu voudrais y faire un saut. Combien de lieux as-tu trouvé? Laisse-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous connaissons tous le Grinch, le gros type vert et poilu qui ne supporte pas Noël. Le personnage a été créé par le Dr Seuss et il est apparu pour la première fois dans son livre en 1957. À propos, sache que le Grinch n'était pas vert dans le livre, il était noir et blanc. Et si tu te demandes quel âge a le Grinch, tu apprendras qu'il a 53 ans, l'âge qu'avait le Dr Seuss lorsqu'il a écrit son histoire. Mais parlons un peu plus du personnage. Nous connaissons tous l'histoire. Une bête velue vit recluse sur une falaise à l'extérieur de la ville de Chouville. Les habitants sont obsédés par la période de Noël et en font tout un plat chaque année, ainsi que beaucoup de bruit. Le Grinch, lui, vit sur le mont Crumpit, loin de tout le monde, mais il peut quand même entendre les gens qui se réjouissent. Il est agacé par les citoyens heureux, leur bonheur et les vacances, alors il décide d'annuler les vacances de Noël. Il vole tous les cadeaux et les décorations la veille de la fête. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Le lendemain matin, il constate que les citoyens chantent quand même joyeusement. Il comprend alors que l'esprit des fêtes ne se résume pas aux cadeaux et aux décorations. En fin de compte, il se ravise, rend tout ce qu'il avait volé et fait également la fête avec tout le monde. La nouvelle originale du Dr Seuss, qui ne prend que 12 minutes à lire, a eu un succès immédiat et est devenue un symbole des vacances de Noël. On lui a proposé de faire l'objet d'une adaptation, mais l'auteur était très réticent à l'idée de réaliser une animation pour l'un de ses livres, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, il ne voulait pas que la série devienne plus célèbre que son ouvrage et ne voulait pas qu'un dessin animé ou un film soit la première chose à laquelle les gens pensent lorsqu'ils entendent parler de son œuvre. La deuxième raison est que le Dr Seuss était super méticuleux et il avait l'impression que personne ne pouvait se conformer à ses exigences. Dans les années 1960, un type l'approchait continuellement avec l'idée d'animer l'histoire du Grinch. L'homme était un grand animateur, aussi perfectionniste que le Dr Seuss lui-même, et il a finalement fait craquer l'auteur en lui envoyant une étonnante représentation du célèbre personnage du Dr Seuss, le chat au chapeau. Après quelques négociations, le Dr Seuss, convaincu, a donné son accord pour une adaptation télévisée du Grinch. 9 ans après la publication du livre, la première adaptation télévisée animée a ainsi été diffusée. C'est le Dr Seuss, l'auteur du livre, qui a écrit les paroles de toutes les chansons du film. De plus, même si le Grinch était noir et blanc dans la version originale, dans cette adaptation télévisée, le réalisateur, inspiré par les voitures de location vertes qu'il avait conduites, lui a donné cette même couleur verte. Nous trouvons tous que ce vert rend le Grinch plutôt chic, même si l'intention était exactement inverse.
Quoi qu'il en soit, depuis lors, le Grinch est vert. De plus, dans le livre, les habitants de Chouville étaient recouverts de fourrure et ne portaient pas de vêtements. Ils n'avaient pas non plus de chaussures, même si les femmes de Chouville portaient des talons hauts. Le dessin animé a donc plutôt pas mal modifié l'histoire originale. Le film d'animation a été un succès absolu. Il obtient toujours 100% sur Rotten Tomatoes, qui affirme que le film est une histoire de Noël ultime. Le Grinch a été désigné comme l'un des plus grands personnages de dessin animé de tous les temps. Le mot Grinch est désormais utilisé dans le langage courant. C'est ainsi que l'on appelle désormais une personne grincheuse à l'esprit anti-fête. Logiquement, les gens en ont voulu plus. Les fans écrivaient constamment au Dr Seuss, demandant plus d'histoires avec le Grinch. En 1977, soit plus de 20 ans après la sortie de l'histoire originale, l'auteur a écrit un film d'Halloween intitulé « Halloween is a Grinch Night ». L'apparition suivante du Grinch a eu lieu en 2000 dans le célèbre film en prise de vue réelle avec Jim Carrey. Le film était si enthousiasmant que la reine Elisabeth II elle-même a assisté à la première à Londres. Le film a reçu des critiques mitigées, mais il est largement apprécié par les gens du monde entier. Et le Grinch est l'une des interprétations les plus emblématiques de l'acteur. Eddie Murphy et Jack Nicholson ont également été envisagés pour jouer le Grinch. Le rôle n'était pas facile pour Jim Carrey, à cause du maquillage qu'il devait mettre à chaque fois pour devenir le Grinch. La première journée de préparation a duré environ 8h30. Selon la rumeur, la préparation était tellement longue que l'acteur a failli quitter le film, déclarant que ce serait trop dur pour lui. Heureusement, une solution a été trouvée. Un conseiller de la CIA a été engagé pour enseigner à Jim des techniques de résistance à la douleur afin de l'aider à passer à travers le processus de maquillage qui était assez complexe. Il fallait environ 3 heures pour se maquiller et enfiler le costume. Et 1 heure supplémentaire à la fin de la journée pour enlever tout le maquillage du visage de l'acteur. Jim Carrey est passé une centaine de fois sur la chaise de maquillage. Cela représente 400 heures, soit 16 jours au total à rester assis sur une chaise, à ne rien faire et à ne même pas pouvoir se gratter en cas de démangeaison. L'acteur a déclaré qu'après être passé par là un si grand nombre de fois, il a appris à être une personne très sereine, en toutes circonstances. Pourtant, le chemin vers le zen n'a pas été facile. Le réalisateur du film a décidé de le soutenir. Un jour, il s'est maquillé et a enfilé le costume et a passé toute la journée sur le plateau habillé en Grinch. Lorsque Jim a vu pour la première fois le réalisateur dans le costume, il a pensé qu'il s'agissait d'une doublure et s'est mis en colère, disant que le gars ne lui ressemblait pas du tout. Imagine ce que cela donnait lorsque 2 Grinch interagissaient sur le plateau, un plus grand et un plus petit. Je suis sûre que tout le monde s'est bien amusé ce jour-là. Au fait, la fourrure utilisée dans le costume est du poil de yak teint en vert. Les lentilles jaunes étaient importantes pour que personne ne reconnaisse Jim derrière le costume et ne puisse voir que le Grinch. Les lentilles étaient le plus gros problème et lui faisaient très mal. À certains moments, Jim ne pouvait absolument plus les supporter. Alors dans certaines scènes, il a joué sans elles et elles ont été ajoutées plus tard en post-production avec des images de synthèse. Mais qu'est-il arrivé au Grinch après le jour où il a finalement décidé de faire la fête avec les habitants de Chouville ? Il a probablement vécu heureux avec ses nouveaux amis. Mais les fans ont une autre théorie sur sa vie après la mort. Ils disent que Jack Skellington, du film de Tim Burton, est le Grinch dans l'au-delà. Je vais t'expliquer quelques trucs. D'abord, Tim Burton aurait pu réaliser le film de 2000 sur le Grinch, mais finalement, le fauteuil du réalisateur a été confié à Ron Howard. Le cœur du Grinch est devenu 3 fois plus grand, ce qui symbolise à la fois le fait qu'il est devenu une meilleure personne, mais aussi que son amour pour Noël a visiblement augmenté. On dit que le Grinch allait aimer cette fête pour le reste de sa vie. Donc s'il est vraiment devenu Jack Skellington dans l'au-delà, cela explique la soudaine obsession de Jack pour cette fête. Il ne se souvient pas de sa vie précédente, et il ne se souvient pas de Noël, mais il en devient immédiatement obsédé parce que son cœur se souvient de cette passion, et cela lui plaît. En outre, les 2 personnages ont de mignons acolytes. Ils ont tous les 2 des chiens. Le chien du Grinch s'appelle Max et celui de Jack s'appelle Zero. Zero peut très bien être Max en tant que chien fantôme. Il n'y a pas de confirmation officielle ni même de commentaires concernant cette théorie, mais c'est une idée intéressante. Et si le film existe dans le même univers, je dirais que c'est une façon parfaite de les combiner. Une autre théorie de fans pourrait expliquer comment le Grinch a trouvé son chien. Comme on le sait, le Grinch vit sur le mont Crumpit, près de Chouville.
Chaque année, il récupère les cadeaux non désirés de la ville que les citoyens jettent dans le vide ordure. Certains fans suggèrent donc qu'un jour, le Grinch y a découvert Max, qui était autrefois le cadeau de Noël de quelqu'un. Mais ce n'est pas la seule théorie. Le Grinch se rend de temps en temps au bureau de poste de la ville, il aurait donc pu y récupérer un jour Max abandonné quelque part. Une autre histoire non officielle intitulée « Le Grinch rencontre son Max », publiée en 1998, raconte que le chien s'est perdu sur le mont Crumpit et que le Grinch l'a trouvé là et l'a ramené chez lui. Les deux marginaux se sont trouvés et c'est ce qui est le plus important. Pour Noël, Jax a décidé de jouer à un jeu avec ses fils. Il ne leur donnera leur cadeau de Noël que s'ils remportent son jeu. Il leur posera une série de questions, et ils obtiendront autant de cadeaux qu'ils donneront de bonnes réponses à ces énigmes. Jacques demande à son premier fils Gabriel. Comment les bons hommes de neige appellent-ils leurs fils? As-tu une idée de la réponse à cette énigme? On les appelle les petits glaçons. Ensuite, Jacques pose une autre question à sa fille, Julia. « Toc, toc, dit-il. »« Qui est là ?» répond-elle. « Les trois, lui dit Jacques. « Les trois quoi ?» Peux-tu deviner la réponse ? Ce sont les trois rois mages. Celle-là n'était pas évidente. Les enfants se débrouillent un peu. Alors il décide de changer un peu. Il demande à son fils Aaron, « Comment appelle-t-on un renne hyper coriace ?» Quelle est ta réponse ? Eh bien, un renne coriace s'appellera Rudolf. Pour sa dernière question, il demande à tous ses enfants de répondre ensemble. « Le Père Noël et les lutins vont-ils se baigner ?» À ton avis, qu'ont-ils répondu ? À la piscine, bien entendu. Lors d'un de ses voyages, le Père Noël a emporté avec lui de délicieux cookies aux noix. Il les gardait dans un bocal, attendant le moment idéal pour les manger. Mais un jour, en rentrant chez lui après une journée de travail, il s'aperçoit que ses cookies ont disparu. Il décide d'interroger ses lutins pour savoir qui a bien pu manger ses biscuits. Le premier lutin dit au Père Noël qu'il a passé la matinée à fabriquer des confiseries avec la Mère Noël. Le deuxième lutin dit qu'il a passé l'après-midi à préparer du beurre de cacahuète maison pour le jour de Noël. Et le dernier lutin dit qu'il a passé la journée à surveiller les rennes pour qu'ils ne s'envolent pas. Le Père Noël comprend immédiatement qui a mangé ses cookies. Comment l'a-t-il su ? Regarde la langue du deuxième lutin. Elle est complètement gonflée. Les lutins sont allergiques à tous les types de noix. Elle est donc gonflée d'avoir mangé les cookies. De plus, son alibi est bidon. S'il avait passé la journée à faire du beurre de cacahuète, il serait allé à l'hôpital des lutins, ça c'est sûr. Au collège de Pétouchnok, les enseignants ont décidé de faire une farce à leurs élèves pour rendre les fêtes de fin d'année plus guillerettes. Le principal annonce dans le haut-parleur qu'un voleur était sévi. Celui-ci serait déguisé en Père Noël et volerait des ordinateurs portables à l'intérieur de l'école. Les élèves sont donc invités à se méfier. À la fin de la journée, 5 élèves ont photographié différentes personnes, déguisées en Père Noël autour de l'école. Jette un coup d'œil aux photos. Peux-tu deviner qui est le faux voleur ? Le faux voleur est le deuxième Père Noël à gauche. Regarde ses chaussures, elles sont beaucoup plus grandes que les autres. Il doit cacher quelque chose à l'intérieur. Dans 3 parties différentes du monde, 3 Pères Noël se préparent pour leur grande soirée. Ils s'apprêtent à quitter le confort de leur maison pour aller distribuer des cadeaux aux 4 coins du monde. Regarde bien l'image ci-dessous. Quel Père Noël n'est pas encore prêt à partir ? Celui du milieu. Il n'a toujours pas mis sa ceinture. Il ne peut pas partir sans... Et en parlant de repérer le vrai Père Noël, jette un coup d'œil à ces 2 cheminées. Peux-tu dire qui est le vrai Père Noël ? Regarde bien. Le gaz à gauche a des jambes énormes et de la fourrure verte dépasse de son pantalon. Ce doit être le Grinch. Le vrai Père Noël est celui de droite, c'est sûr. Daniela est la nouvelle détective en ville, et elle doit résoudre une affaire urgente. Pendant la nuit,
quelqu'un a dévalisé un centre commercial et a volé tous les cadeaux préparés pour le spectacle des fêtes. Le matin, les vidéos des caméras de sécurité ont été analysées et la police a trouvé 3 suspects principaux. Tous ont été interrogés. Bernard a déclaré « Je n'y suis pour rien. Je suis rentré du travail hier et j'ai regardé le foot à la télé jusqu'à ce que je m'endorme. » Samuel a répondu « En me couchant aujourd'hui, j'étais très fatigué. Alors je me suis vite endormi et vous m'avez réveillé. » Et Gaston s'est expliqué « J'ai étudié toute la nuit pour mon examen de cet après-midi. Qui Daniela doit-elle arrêter ?» Samuel et Gaston ont l'air très fatigués, mais seul Gaston a une raison valable de ne pas dormir. Sauf que Samuel a appelé le jour précédent « aujourd'hui », par erreur, ce qui signifie qu'il n'a probablement pas dormi de la nuit et qu'il n'y a pas de différence pour lui entre les 2 jours. C'était bien lui. Le Père Noël est arrivé à Los Angeles pour distribuer des cadeaux aux enfants de Californie. Il a garé son traîneau sur le toit de la maison d'une famille et est descendu par la cheminée. Il a laissé leurs cadeaux sous le sapin, puis a décidé de vérifier si la famille lui avait laissé quelques biscuits à grignoter. Il trouve la table dressée avec de délicieux mets, des sucres d'orge, du chocolat chaud, du pain d'épices et une dinde. Peux-tu dire quel aliment le Père Noël n'est pas censé embarquer ? La dinde enfin! Le Père Noël n'est pas censé voler le repas du lendemain, à moins qu'on ne soit vraiment généreux. Le 1er janvier, Didier appelle la police pour signaler un délit. Il dit qu'il est allé à la fête de réveillon de son voisin la nuit précédente et que pendant ce temps, quelqu'un a dû s'introduire chez lui et voler son ordinateur portable. Lorsque la police l'interroge sur la fête, Didier répond qu'elle était géniale. Il y avait de la bonne bouffe et les lumières du sapin brillaient de 1000 feux. Didier ajoute qu'il pense que son voisin pourrait être celui qui a volé ses affaires. Il s'est peut-être faufilé à l'intérieur de la maison lorsqu'il était chez lui en train de s'amuser. Le policier se rend à la porte d'à côté pour interroger le voisin de Didier, Tom. Cependant, dès que Tom ouvre la porte, le policier sait qu'il n'est pas coupable du crime et que Didier ment. Comment ? Regarde l'arbre de Noël de Tom, il n'y a aucune lumière, ce qui veut dire qu'il ne marchait probablement pas la veille. Didier a menti, il voulait probablement juste toucher l'argent de l'assurance. 4 Pères Noël sont à bord d'un vol commercial. Mais juste avant que l'avion ne décolle, la compagnie aérienne reçoit un appel anonyme, disant que quelqu'un essaye d'introduire des marchandises illégales dans l'avion. Elle doit donc vérifier les sacs de tout le monde. Chaque sac est repassé dans la machine à rayon X. Le 1er Père Noël transporte une paire de perruques, des chaussures et un costume supplémentaire. Le 2e Père Noël transporte de la mousse à raser, un livre et plusieurs listes de méchants et de gentils enfants. Le 3e Père Noël a une réserve d'argent, un ordinateur portable et une autre perruque. Enfin, le 4e Père Noël transporte quelques cadeaux et du pain d'épices. Peux-tu deviner quel Père Noël est un criminel ? C'est celui qui transporte de la mousse à raser. Le Père Noël ne se rase jamais la barbe. Il doit donc cacher quelque chose à l'intérieur. Jenny a croisé son ami comédien dans la rue pendant les fêtes de fin d'année et on dirait qu'il a mangé un clown. Il lui demande de répondre à toutes ses énigmes. La première chose qu'il demande à Jenny est « Pourquoi le Père Noël est-il vraiment balèze en karaté ?» Parce qu'il est ceinture noire. Bravo Jenny. Il lui demande alors, si le 31 décembre est la fin de l'année, quelle est la fin de Noël ? La lettre L. Cela semble un peu évident. Pour la dernière question, il demande à Jenny, comment appelle-t-on une personne qui a peur du Père Noël ? Un Santa claustrophobe. Noël approche, mais tu as reçu une lettre t'informant que tu n'as pas été retenu sur la liste des gentils du Père Noël. Tu as même été vilain tout au long de l'année, et tu ne recevras aucun cadeau, à moins que tu ne prouves que tu possèdes l'esprit de Noël. Très bien. Quelle est, selon toi, la meilleure façon d'y parvenir ? Prier, danser au milieu de la rue, ou chanter des chants de Noël ? C'est sûrement la dernière option.
Les chants de Noël sont le meilleur moyen de répandre l'esprit de cette fête. Joyeux Noël. Lorsque tu as eu 10 ans, tes parents t'ont enfin dévoilé la cruelle vérité. Le Père Noël n'existe pas. Mais tu as refusé de l'accepter. Et tu t'es promis de partir à sa recherche et de prouver qu'il existe bel et bien. Mais les années sont passées et tu as oublié ta promesse. Une nuit, juste avant de t'endormir, tu entends un tintement. Tu ouvres les yeux et tu vois une fée des neiges. Elle te dit « Réponds à ma devinette et tu recevras ta lettre. » Qu'est-ce qui vient avec le froid de l'hiver, est orné de lumières qui sont comme des lucioles, dont les branches sont habillées de froufrous enneigés et qui se tient près des fenêtres embuées. La réponse, un sapin de Noël. La fée des neiges te tend une lettre rouge et s'envole aussitôt sans te donner le nom de l'expéditeur. Tu l'ouvres et tu lis. Cher ami, je sais que tu te demandes qui je suis. La réponse se trouve dans cette énigme. Je voyage quand les étoiles brillent, dans un manteau de nuit, et dans un grand silence. J'apporte la joie de mon pays lointain. Sur mon traîneau, je traverse les cieux sous l'étoile polaire. Peux-tu découvrir qui a écrit cette lettre? C'est le Père Noël. À ce moment-là, tu entends un tintement provenant du salon, en bas. Tu te précipites pour en découvrir la cause, et tu aperçois un lutin qui t'attend près du sapin avec 3 cadeaux différents devant lui. Il te demande de choisir l'un d'entre eux. Lequel dois-tu choisir? Regarde l'étiquette attachée au ruban du premier cadeau. Elle indique « Livré à Thomas Kurtlin, 9 ans ». Il appartient donc à quelqu'un d'autre. Et as-tu remarqué que l'emballage du 3e cadeau est abîmé sur les coins? Cela veut dire qu'il a déjà été ouvert. Tu dois donc choisir le 2e. Tu ouvres ton cadeau et tu trouves une carte qui indique où le Père Noël habite au pôle Nord. Tu demandes au lutin « Mais comment suis-je censé y aller ?» Le lutin répond « La réponse à ta question se trouve dans cette énigme. Menant la bande avec une lumière rare, mon phare brillant fend l'air. Du brouillard et du blizzard, je me tiens à l'écart. Nomme-moi, je suis le pionnier lumineux du traîneau. De qui s'agit-il selon toi ? La réponse n'est autre que Rudolf le renne au nez rouge. Rudolf t'emmène jusqu'à la maison du Père Noël au pôle Nord. Mais dès l'atterrissage, tu réalises que tu as fait une énorme erreur qui pourrait vous mettre en danger, toi et toute cette mission. Qu'est-ce que c'est ? Tu n'as pas reçu de manteau, ni de bonnet ou d'écharpe pour te réchauffer. Heureusement, tu vois la maison du Père Noël juste devant toi, et tu y cours pour te mettre au chaud. Mais tu vois quelque chose qui te rend méfiant. Qu'est-ce que c'est ? La porte de la maison du Père Noël est ouverte alors qu'un blizzard sévit dehors. Ça ne te semble pas normal du tout. Tu entres avec hésitation dans la maison et tu commences à entendre des cris venant du fond du couloir. Tu te précipites pour voir ce qui se passe et tu découvres une porte. Hélas, elle est verrouillée par un cadenas à 3 chiffres. Derrière la porte se trouve Madame Noël qui te demande de la libérer. Heureusement, il y a des indices un peu partout. Peux-tu les repérer et déverrouiller la porte ? Le premier indice se trouve ici. Un calendrier de l'Avent traditionnel est accroché au mur, avec une seule fenêtre ouverte, montrant le chiffre 3. C'est le premier chiffre.
Le deuxième indice se trouve ici. Un chapelet de cloches est suspendu au-dessus de la cheminée. Il y a 6 cloches en tout, c'est le deuxième chiffre. Et le dernier indice se trouve ici, sur l'étagère. Jette un coup d'œil à cette boule à neige. À l'intérieur, il y a une petite statue du chiffre 4. C'est le dernier chiffre. Une fois que tu as libéré Madame Noël, elle t'explique que le Père Noël est enfermé depuis plusieurs jours dans la prison du pôle Nord et que le méchant Krampus se fait passer pour lui. Elle te remet une clé magique et te demande de l'aider à le sauver. Tu te diriges donc vers cette prison avec des vêtements chauds cette fois. Tu repères le bâtiment devant toi. 3 chemins différents peuvent t'y conduire. Lesquels dois-tu choisir? A. Le tunnel glacé. B. La forêt gelée. Ou C. Le pont enneigé. Le tunnel est rempli de stalactites tranchantes qui peuvent tomber à tout moment. C'est dangereux. Quant à la forêt, entends-tu les grognements lointains des animaux sauvages qui y vivent? Mieux vaut ne pas s'y risquer. Tu devrais choisir le pont, car tu as remarqué des empreintes sur la neige. Cela indique que quelqu'un l'a traversé récemment et qu'elle est sans danger. Il y a 3 cellules à l'intérieur du bâtiment et dans chacune d'elles se trouve un sosie du Père Noël. 2 d'entre eux sont des imposteurs et le 3e est le vrai Père Noël. Cependant, tu n'as qu'une seule chance car la clé magique que Madame Noël t'a donnée se brisera après une seule utilisation. Tu dois libérer le vrai Père Noël et sauver les fêtes une fois pour toutes. Quelle porte vas-tu ouvrir ? Le Père Noël qui se trouve derrière la deuxième porte a des lunettes rondes. Bien qu'elles correspondent à l'image du Père Noël, ces lunettes n'ont pas de verre, ce qui suggère qu'elles sont plus pour le spectacle que pour l'usage. Quant au Père Noël derrière la troisième porte, as-tu remarqué que sa barbe se déplace légèrement lorsqu'il bouge ? Elle doit donc être fausse. Tu dois donc libérer le Père Noël qui se trouve derrière la première porte. Félicitations, tu viens de sauver Noël, et le Père Noël existe. Johnny et sa famille ont organisé une séance de photos pour la carte de vœux de cette année. Le photographe a pris 3 photos d'eux. Mais quand ils les ont vérifiées, il y avait quelque chose de bizarre sur toutes les photos. Jette un coup d'œil à la première qu'ils ont prise dans le salon. Peux-tu me dire ce qui ne va pas ici ? Tu peux voir par la fenêtre qu'il ne neige pas dehors. Mais regarde le miroir sur le mur. On peut voir de la neige dans le reflet de la fenêtre. Maintenant, regarde la photo qu'ils ont prise dans l'arrière-cour. Qu'est-ce qui est étrange ici ? Regarde la cheminée sur le toit. Quelque chose y est coincé. C'est le sac à cadeau du Père Noël. Voici la dernière photo qu'ils ont prise dans la salle à manger. Qu'est-ce qui cloche ici ? Regarde les grands rideaux de velours. Quelqu'un se cache derrière. Mais il n'est pas très doué. Tu peux voir ses pieds qui dépassent. Espérons que c'est le Père Noël. La patronne de Janine quittait la ville et elle voulait que Janine s'occupe de sa demeure pendant son absence. Avant de partir, elle a mentionné un code de sécurité qui, une fois entré dans le système, activerait un portail électrifié pour éloigner les intrus. Pendant une tempête, Janine a remarqué que des cambrioleurs s'approchaient de la maison, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié le code. Heureusement, sa patronne lui avait également laissé un indice. Quand les arbres sont nus et le ciel gris, la nuit s'allonge pour durer plus longtemps que le jour. Pendant ce temps, les vents froids chuchotent. Qu'est-ce qui apporte cette image glacée et glaçante ?
La réponse, c'est l'hiver. Janine doit donc saisir le mot « hiver » sur le pavé numérique. Nelly, Peter et Orly ont loué une maison de campagne pour célébrer ensemble les fêtes de fin d'année. Malheureusement, le propriétaire des lieux a oublié les cadeaux qu'il a achetés pour sa famille. Lorsqu'il est revenu les chercher, ils avaient disparu. Croyant qu'on les lui avait volés, il a appelé la police. Une fois arrivée, elle a demandé à nos 3 amis ce qu'ils faisaient au moment du vol. Nelly a dit qu'elle regardait la télévision dans la chambre. Le son était si haut qu'elle n'avait rien entendu. Orly a dit qu'elle décorait le sapin de Noël avec des boules décoratives. Et Peter a dit qu'il faisait un bon homme de neig des horse et qu'il ne savait pas ce qui se passait dans la maison. Peux-tu deviner qui ment? C'est Orly qui ment. Il n'y a pas de boule sur l'arbre.